Merci d'abord d'assister à ce point presse. Donc, on voulait vous faire un point sur la conjoncture régionale et puis quelques déclinaisons départementales. Mais au préalable, c'est François Hilde qui va venir sur l'Occitanie. Au préalable, moi, je voulais revenir un petit peu sur la situation économique en France, parce que bien sûr, la situation économique dans la région, elle n'est pas indépendante de ce qui se passe en France. Alors, la situation économique en France, diapo suivante. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce que l'on subit aujourd'hui, c'est une conjonction inédite de chocs exogènes. Donc, un certain nombre de chocs exogènes, donc toujours la crise sanitaire. Donc, il y a à la fois la remontée du Covid en France, mais surtout, ce qui nous a beaucoup impacté ces derniers mois, c'est la persistance de l'épidémie de Covid en Chine avec les confinements qu'elle a entraînés dans certaines régions chinoises et qui perturbent les systèmes de production. La crise géopolitique avec la guerre en Ukraine, qui entraîne une crise énergétique. On peut dire aussi un choc avec le réchauffement climatique. On l'a très bien vu cet été avec une sécheresse extrêmement forte et qui a eu des conséquences sur des productions agricoles. Avoir aussi en tête que ça a eu beaucoup de conséquences sur la navigabilité du Rhin et qui n'a pas été navigable pendant une partie de l'été. Et le Rhin est une artère fluviale commerciale de premier rang. Et donc, il y a un certain nombre de matières premières qui n'ont pas pu être transitées et arriver en Europe comme c'est le cas habituellement. Et puis, par ailleurs, on assiste aujourd'hui à un resserrement de la politique monétaire. La Banque centrale européenne a remonté les taux et donc les taux d'intérêt augmentent. Donc, vous voyez un ensemble de chocs exogènes donc, qui échappent aux acteurs publics locaux, mais qui impactent énormément l'économie de la France comme celle des autres pays européens. Donc, la première conséquence de ces chocs exogènes, donc diapo suivante, c'est une. Alors, oui, d'accord. Donc, avant de parler de la conséquence, donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, ces difficultés induisent des difficultés d'offres. Sur ces graphiques, vous avez à gauche pour l'industrie, à droite pour les services. Ce que nous disent les entreprises que l'on interroge. Vous avez en jaune les entreprises qui disent avoir des difficultés d'offre uniquement, et puis en noir les difficultés de demande, et puis en bleu clair les entreprises qui nous disent être confrontées à des difficultés à la fois d'offre et de demande. Donc vous voyez sur les deux courbes. Alors, je sais pas, on voit pas bien l'écran. Je sais pas si c'est que moi, vous voyez les deux courbes ou pas. On voit pas la courbe des services. Moi, sur mon écran, je vois pas la courbe des services. Enfin, je vois pas le bout de la courbe des services. Mais c'est que moi, peut-être. Ouais, moi je vois tout. Tu vois tout. Bon, c'est que moi, c'est pas grave. D'accord. Donc, vous voyez que les courbes d'offres en jaune, elles sont toutes orientées vers le haut. Et donc, c'est bien ça que subissent les entreprises de l'économie française. Donc, des difficultés d'offres. Et donc, ça se traduit, diapo suivante, par une très forte augmentation des prix de production. Je vous ai mis quelques éléments là. Depuis 2 ans, les prix de production dans l'agriculture ont augmenté de 35%, dans l'industrie hors énergie de 20%, dans la construction de 10% et dans les services 7%. Alors les services, on pourrait dire, c'est bizarre parce que les services sont quand même pas dépendants des matières premières, etc., comme les secteurs précédents. C'est essentiellement ce qu'on trouve dans ce poste et dans cette augmentation du coût des services, c'est essentiellement le renchérissement du fret maritime qu'on subit depuis la crise Covid. Alors, donc, augmentation des prix à la production. Et diapo suivante, cette augmentation des prix à la production se propage au prix à la consommation. Et donc, vous avez sur cette courbe l'évolution de l'inflation. Donc, on voit très, très bien à partir de fin 2021 la reprise de l'inflation. Le dernier chiffre, celui de septembre, l'INSEE estime l'inflation à 5,6%. C'est en légère baisse, on voit sur le graphique une légère baisse. On était à 5,8 en août et on était à 6,1 en juillet. Une légère baisse qui est liée à la baisse des coûts du pétrole.
Par contre, ce que vous avez dans les barres de couleurs, c'est la contribution des différents postes à l'inflation. Donc, en rouge, l'énergie. Donc, on voit bien que l'inflation, elle démarre par l'augmentation des coûts d'énergie. Et surtout, ce qui est très important, c'est de regarder en vert, c'est les prix de l'alimentation. Et on voit cette augmentation extrêmement forte des prix de l'alimentation. Sur un an, l'INSEE estime qu'en 2022, l'augmentation sur les prix de l'alimentation est de 12%. Donc, une inflation qui repart et qui est très élevée, qui néanmoins est nettement plus faible que dans la plupart enfin, que dans tous les pays de la zone euro. Nos voisins, pour parler que de nos voisins les plus proches, que ce soit l'Allemagne, l'Espagne, on est à des 10% des taux d'inflation. Et donc, cette inflation plus faible en France résulte des mesures qui ont été prises par le gouvernement de bouclier tarifaire et de remise à la pompe. On a calculé que sans ces mesures, l'inflation serait supérieure d'au moins 2,5 points en pourcentage. Donc aujourd'hui, on est à 5,6, on serait à 8,1, mais c'est un minorant parce que c'est juste l'effet direct de ces mesures. Et si on intégrait ce qu'on n'est pas capable de faire, mais l'effet indirect qui transite par le système productif, on aurait une inflation qui serait supérieure à 8,1. Donc on serait très probablement très proche des voisins que j'ai pu citer. Et donc aujourd'hui, une inflation importante en France, mais nettement plus faible que chez nos principaux partenaires économiques. Alors, l'INSEE, alors c'est très difficile. Ah non, on reste sur la diapo inflation. Bon, c'est très difficile de faire des estimations, des prévisions en ce moment parce que, comme je vous le disais, on dépend de facteurs très exogènes. Néanmoins, en faisant un certain nombre d'hypothèses, l'INSEE estime que l'inflation en octobre sera un peu aux alentours de septembre, un peu inférieure à 6, et qu'elle repartira en fin d'année pour atteindre 6,4% en décembre, en particulier lié aux problèmes énergétiques. Donc voilà pour l'inflation. Je voudrais quand même dire un petit mot côté demande. Alors, côté demande, donc côté des ménages, sur 2022, le pouvoir d'achat des ménages par unité de consommation baisserait de 0,6%. Donc ça, c'est un point important parce que, évidemment, baisse du pouvoir d'achat veut dire baisse de consommation et donc problème adressé à l'activité et à l'économie. Alors en fait, sur le pouvoir d'achat, sur l'ensemble de l'année 2022, on a vécu des évolutions très contrastées d'un trimestre à l'autre. Une forte contraction du pouvoir d'achat des ménages au premier semestre, aux alentours de moins 1,5 des chiffres de cet ordre de grandeur. Et donc, ceci s'explique par la montée de l'inflation et par la montée de l'inflation. Et puis, au troisième trimestre, le pouvoir d'achat s'améliore suite à un certain nombre de mesures qui impactent les revenus des ménages, donc la revalorisation du SMIC au 1er août, la revalorisation du point d'indice de la fonction publique, la revalorisation des retraites, la revalorisation des prestations sociales. Troisième trimestre, c'est aussi les primes de rentrée scolaire. Donc, autant d'éléments qui viennent augmenter le revenu des ménages. Et au quatrième trimestre, essentiellement, ce qui contribuerait à améliorer un petit peu le pouvoir d'achat des ménages, ce sont des mesures fiscales avec la baisse de la taxe d'habitation pour les ménages qui sont encore concernés par la taxe d'habitation et par la suppression de la redevance audiovisuelle. Donc, vous voyez des éléments assez conjoncturels, assez contrastés d'un trimestre à l'autre, et au total, quand même, une baisse du pouvoir d'achat des ménages sur l'année 2022. Les entreprises, dans nos enquêtes de conjoncture, commencent à dire qu'il y a des problèmes sur les carnets de commandes, que les carnets de commandes s'étiolent. Et bien sûr, mettre en avant de fortes inquiétudes sur la hausse des prix de l'énergie et sur les risques de pénurie d'énergie pour passer l'hiver. Alors, fort de tout ça, la croissance en France, donc sur la diapo suivante, donc au deuxième trimestre, la croissance est restée assez soutenue, à 0,5%. Vous le voyez au T2 deuxième trimestre 2022. Troisième trimestre, 0,2%, donc en baisse. Et on estime au quatrième trimestre une croissance nulle, 0%.
Donc, sur l'année, la croissance en 2022 serait de 2,6%, après 6,8% en 2021, mais bien sûr, 2021 était aussi une année de rattrapage par rapport à l'année 2020, très marquée par le Covid. Un petit mot sur l'emploi. Donc, sur cette diapo, vous avez l'évolution de l'emploi salarié par trimestre. Donc, sur les parties où il y a les chiffres, c'est l'année 2022. Donc, ce que l'on voit, c'est des créations d'emplois. On continue à avoir des créations d'emplois en 2022, mais un fort ralentissement au deuxième semestre par rapport au premier semestre. Et en tout cas, des créations d'emplois qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'on a pu voir en 2021. L'estimation pour 2022, c'est 245 000 emplois salariés créés et on était à des niveaux beaucoup plus élevés en 2021. On était aux alentours de 600 000 à 700 000 créations d'emplois. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut retenir sur l'économie, l'activité nationale? Il faut retenir que l'activité a résisté au premier semestre, malgré la guerre en Ukraine, malgré l'inflation. Mais dès le début de l'été, dès début juillet, on voit des signes d'infection extrêmement forts. Et plus l'année avance, plus les difficultés apparaissent, et notamment je ne vous cacherai pas que on imagine une fin d'année, on a des messages assez pessimistes sur l'activité économique en fin d'année, comme vous le voyez sur ces courbes. Voilà sur la partie nationale. Donc, je passe la parole à François Hilde pour éclairer la partie régionale.